Salut. Je passe une tête parce que je pouvais décemment pas manquer ce rendez-vous quand même. Donc écoutez, sans plus tarder, let's go. Ah, ça fait trop plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pensais pas que ça me procurerait autant de joie de vous dire ça, mais écoutez, c'est le cas, donc trop bien. Ça faisait longtemps, je sais, j'en ai conscience. Je reçois vos petits messages trop mimi où vous me dites que je vous manque et ça me touche de ouf. Et sachez que moi aussi ça me manque un petit peu d'avoir cet échange via tout ce que je produis. Je trouvais que là c'était quand même l'occasion qui faisait le lardon. Je ne pouvais décemment pas finir cette année sans vous présenter le pire et le meilleur de mes lectures 2024 en sachant que je n'ai fait pratiquement aucun point lecture, donc ça va être full surprise pour vous. C'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, un petit peu de piment et de suspense. Ouhouhou. Ça va être encore plus roulis que d'habitude pour le coup, vu que je suis un petit peu... Bref, je pense que ça va être une vidéo un petit peu longuette, donc sans plus attendre, on va commencer comme d'habitude par les flops. J'en ai 4. Je vais pas m'étaler dessus parce que je préfère laisser du temps pour le top 8 cette année il me semble, ou 9, je ne sais plus. Ça commence bien. Sans plus tarder, on va commencer par les flops et puis après on prendra plus le temps pour les excellentes lectures que j'ai fait cette année. Voilà. Comme l'année dernière et comme l'année d'avant, j'ai pas fait de podium entre guillemets dans les pires, je vous présente ça comme ça et puis après on passe à autre chose. Le premier que je pioche, je vous en avais déjà parlé, et c'est comme ça que j'ai décidé de tuer mon oncle de Rowan O'Grady aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite sur le Midi Africa Bootag, où je vous avais dit que c'était mon premier abandon de 2024 ainsi que la première déception de cette maison d'édition. Trop nul. Écoutez, c'est pas grave, ça reste quand même ma maison d'édition préférée, c'est juste que là pour le coup ça ne l'a pas fait. Pour l'histoire, que je vous le retrace brièvement, c'est un garçon qui va se retrouver orphelin. Son oncle va être en charge de lui, donc il va débarquer sur une île où il n'y avait aucun enfant depuis moult années. Son oncle n'est pas encore là, donc il va être pris sous la tutelle de je sais plus qui. Il va rencontrer une petite fille aussi qui est là, je sais plus pourquoi. Et pour résumer, les deux enfants sont ingrats. Comme pas possible. Ils n'ont aucun respect pour personne, que ce soit pour les lois, pour la bienséance de tout le monde, pour le respect de tout le monde. Ils s'en foutent. Sous faire qu'ils n'ont pas de tutelle, ils font n'importe quoi. J'avais pas envie d'être confrontée à ça. L'oncle il était toujours pas là, je sais plus à combien de pages j'ai abandonné, mais l'oncle n'était toujours pas rentré, donc concrètement l'intrigue du titre n'était toujours pas engagée. Ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Ça ne me manque pas. Il est toujours chez moi parce que j'ai pas pris le temps de le revendre ou d'aller le mettre quelque part. Mais voilà, sachez que c'est un grand nom pour moi et je n'ai pas continué. Voilà. J'enchaîne avec une autre déception qui me brise le cœur, mais c'est La Lune tueuse de N.K. Jemisin. Donc N.K. Jemisin, il faut savoir qu'il y a 2 années de ça, elle était quand même sur le podium de mes livres préférés. Donc autant vous dire que vraiment ça me fait mal de la mettre ici, mais écoutez, je vais pas vous mytho, hein, je n'ai pas du tout aimé ce livre, donc bon, bah voilà, on est là. C'est aux éditions Pygmalion, bien sûr. Aux éditions Pygmalion, et le coup c'est un tome 1, donc je suppose qu'il y a une suite, je me suis même pas renseignée, c'est pour vous dire. Pour vous dire le pourquoi du comment, je ne me suis pas du tout attachée au personnage quel qu'il soit. J'avais un désintérêt profond pour eux, je comprenais pas où est-ce que l'histoire voulait aller. Vous savez quand vous lisez des histoires où vous êtes vraiment dedans, où vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer, où vous êtes investi, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, où vous êtes investi dans votre histoire, et ben là c'était pas du tout le cas, j'étais pas du tout investie dans le truc. J'avais commencé à le lire un petit peu, ensuite j'avais continué en audio, je comprenais rien en audio, j'ai fait bon vas-y, vous le reprenne en physique. Oh, non mais l'angoisse, je l'ai terminé parce que je me suis dit N.K. Jemisin, je peux définitivement pas l'abandonner, ça me... non. Et j'avais vraiment envie de lui donner une chance parce que pour moi c'est une autrice vraiment de qualité, mais ah ouais non, ça l'a pas du tout fait pour moi. Rien n'allait, que ce soit le world building, les enjeux, la magie, ce qui se passait, non. En gros c'est la manipulation des rêves et la manipulation de la magie, et du coup il y a des gens qui extraient cette sorte de bien-être parce que les gens sont sur le point de mourir, et en gros ils les amènent à la mort mais d'une façon qui est douce. Et eux, ils collectent ça pour leur déesse, et ça part hyper loin. Il y a une sorte de complot, de religion, de je sais pas quoi. Bon voilà, je pense que vous le sentez que ça me saoule. On va s'arrêter là. C'est le 3e livre où là, franchement, ça allait, mais c'est juste que ça l'a pas fait pour moi. Si je devais faire un vrai classement, je pense que ce serait le moins pire des pires. Je vais vous parler du Parfum de l'impératrice. C'est le premier tome qui s'appelle L'Archipel de Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Je trouve que le livre par contre est très très beau, et je vous avoue que c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté dans un premier temps. Je l'avais entendu parler sur la chaîne de Lucie il y a super longtemps, qui elle l'avait aimé, mais il me semble qu'elle a arrêté aussi la saga, je crois pas qu'elle a lu 2. Mais bon soit, en tout cas elle avait eu un bon feeling concernant ce premier tome. Moi personnellement
j'étais extrêmement détachée sur tout ce qui se passait. Pareil que pour Dreamland, en fait, je me rends compte que si je suis pas investie dans le truc, je me fais grave chier en fait. Donc du coup j'étais pas investie, ça m'intéressait pas, je trouvais que les enjeux étaient pas ouf. Ça se veut grandiose mais sans l'être vraiment. C'était pas maladroit mais moi j'ai juste pas adhéré au truc. En gros c'est une petite nana qui fait partie de la confrérie des thés. Il y a l'impératrice qui se fait chier et du coup elle veut découvrir un nouveau parfum pour que ça lui mette un petit peu de couleur dans sa vie, somme toute. Et il va y avoir un espèce de concours. Elle se dit que pour monter un petit peu les échelons de cette compagnie de thé, elle va gagner ce concours, sauf que il faut une fleur un petit peu chelou. Elle va faire équipe avec des mecs, elle va partir dans une aventure de je sais pas quoi. Il va y avoir des gens qui va rencontrer avec différents archipels parce qu'il y a eu un raz-de-marée qui a ravagé toute la Terre. En fait, j'ai l'impression qu'on a pris un vocal, qu'on a mis des infos dedans, qu'on a fait comme ça, là, qu'on a brassé, qu'on nous a présenté le livre, et puis qu'on a une petite intrigue qu'on suit au vu de tout le truc du brasse-bouillon que c'est. Ouais, non, ça l'a pas du tout fait pour moi, je vais m'arrêter là. Bien que je trouve que l'histoire est pas mauvaise en soi, hein, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Il y a quand même un point positif que je voulais soulever, c'est tout le champ lexical autour des odeurs qui est hyper développé, et ça, j'ai trouvé ça super chouette. C'était un point que je voulais quand même souligner, malgré que il se retrouve dans les flops de cette année, le pauvre. Et bon, soit, écoutez, telle est la vie. Deux autres livres que je voulais vous parler, donc ça fait 5 en tout, j'ai pas du tout m'y compter au début, mais en soit, j'ai lu cette fois-ci en audio, donc je ne les ai pas physiquement. Le premier, je vais y aller très brièvement parce que je pense que c'est d'un point de vue tout à fait subjectif, comme tout ce que je vous raconte de toute façon depuis le début de la création de cette chaîne. Le premier, je vais y arriver, c'est l'Utopie, ou Utopie, je sais plus comment ça s'appelle, de Thomas More. Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que déjà c'est un texte qui est très très ancien et je pense que je m'attendais à autre chose. Là pour le coup on est plus sur une sorte d'écrit philosophique sur toute cette vie utopique que l'auteur a créée. Personnellement j'adhérais pas déjà à cette vie utopique qui est très marginalisée et très sexiste, donc c'est pas foufou. Ça me donnait pas super envie d'aller vivre dans son truc et du coup vu que c'est très ancien, forcément il y a les principes de son époque. Donc il y a certaines idées qui étaient bonnes à soulever mais je vous avoue que la lecture s'est faite très vite et ça ne m'a pas laissé un souvenir incroyable, hormis que je dis ah oui bon ok. J'avais plus la curiosité de la découverte de ce que c'était vraiment et la genèse de tout ce genre, parce que le genre de l'utopie c'est un vrai truc, donc j'avoue que j'avais vraiment cette curiosité. Je suis contente de l'avoir lu parce que je sais ce qu'il en est, mais le livre en soi j'étais là genre ouais ok. Mais bon écoutez, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Le dernier livre que j'ai lu en audio, alors je ne sais pas si ça diffère du livre physique parce que je ne l'ai pas lu, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il me semble. Alors là, j'ai aucune idée de l'auteur ou de l'autrice, je vous avoue que je ne me rappelle plus du tout. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai lu de constater qu'on était vraiment sur un truc mais archi perché en fait. J'ai pas du tout adhéré au truc de A à Z, je trouvais que c'était un concentré d'ineptie. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Je ne suis pas du tout friande de développement personnel, je pense que vous le savez de toute façon parce que je vous en présente très peu, voire pas du tout sur la chaîne. C'est pas du tout un genre qui m'appelle, même au début quand ça faisait plus sensation. Je pense que je préfère tirer mes propres leçons de ma propre vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas un genre qui m'appelle de base, vous voyez. Et là, du coup, je me suis dit, ok, tout le monde en parle de ce livre, c'est quand même un vrai truc. Il a une place importante dans ce genre. Et vous connaissez maintenant ma curiosité légendaire. J'avais envie juste de savoir ce qu'il en était, de savoir de quoi ça parlait. Est-ce qu'il y a potentiellement des clés qui pouvaient être bonnes à prendre? Parce que je suis pas complètement fermée non plus, même si c'est pas un genre que j'apprécie. Je me suis dit peut-être que j'aurais des choses qui pourraient en ressortir qui seront bénéfiques, vous voyez. Donc pourquoi pas finalement? Non. Ça tirait des conclusions, je trouvais grossières. Je pourrais même plus vous donner d'exemple parce que je l'ai lu celui-ci en début d'année. Je me rappelle juste de ma sensation où j'étais là, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Où c'était des trucs hyper grossiers, avec des raccourcis de ouf, où genre on prenait un cas concret d'une personne et il y avait que un chemin en fait vers la guérison. Et il y avait un chemin qui était relié à d'autres trucs, qui partait un peu dans le spiritisme. Enfin, je vous avoue que c'est alors, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans tous les cas, je suis sûre que ça a aidé beaucoup de personnes et tant mieux, j'ai envie de vous dire, si vous-même ça vous a aidé, je suis ravie pour vous. En tout cas, moi, autant vous dire que vraiment, je ne vais pas l'acheter en physique parce que quand j'écoute des livres audio qui me plaisent fortement, après j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque physique. Là, autant vous dire que clairement, ça ne va pas être le cas. Je l'ai enlevé de ma wishlist et je ne m'en porte vraiment pas plus mal. Ceci conclut la partie flop de cette année 2024. Maintenant, on va passer au meilleur, c'est-à-dire le top de cette année, les livres qui sont ressortis de tous les livres que j'ai lus, et autant vous dire que cette année j'en ai lu beaucoup, donc là ce qui ressort c'est vraiment le haut du panier quoi. On commence au top par une petite exception.
Pardon. En gros, c'est une mention honorable que je voulais donner à ce livre parce que je ne l'ai pas lu cette année, je l'ai lu l'année dernière, mais vraiment en toute fin d'année. Et je ne me rappelle plus si, quand je vous ai tourné la vidéo, j'étais en train de le lire ou je venais de le terminer. Mais je trouve que, tristement, il n'a pas eu sa place dans mon top de l'année dernière, donc j'aimerais rétablir ce méfait. Et je vais vous présenter Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa aux éditions L'Iconoclaste. Avec la lumière, c'est pas pratique. C'est un livre, du coup, comme je vous disais, que j'ai lu vraiment au mois de décembre pour sûr, mais je sais plus quand. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je pense que j'ai eu besoin un petit peu de digérer et de décanter tout ce que j'avais emmagasiné en lisant ce livre. Et il en ressort que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué en fait. Donc à juste titre, je le place ici, même si c'était l'année dernière, je voulais quand même vous en parler. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va parler de Mimo, qui est un sculpteur en Italie. Son père va décéder, sa mère va décider de l'envoyer chez son oncle pour qu'il apprenne la sculpture. Je trouve qu'on a vraiment une dualité dans ce livre, puisque on va suivre d'un côté Mimo qui apprend tout le métier de sculpteur dans une Italie où c'était dur en fait de faire ce métier. On est confronté à la rudesse du métier, que ce soit physiquement ou pour en vivre, parce que autant vous dire qu'ils gagnaient pas des 100 et des 1000, sauf s'ils étaient reconnus, et alors là c'était l'abondance, mais bon, pour en arriver là, faut quand même faire son chemin, on est d'accord. Et de l'autre côté, on a aussi cette histoire hyper intéressante où c'est la vie sociale en fait de Mimo. Il va rencontrer une famille qui s'appelle les Orsini avec Viola, et Viola ça va être ce lien en fait indéfectible entre deux personnes qui va se créer, qui est tout un mélange entre amitié, amour, relation frères et sœurs. Il y a tous ces non-dits qui se passent, mais avec un lien qui est vraiment indéfectible et hyper touchant, je trouve. Et c'est ce qui fait la force aussi de ce récit, hein, vraiment le côté humain qui en découle, avec une Viola qui est un personnage qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Quelqu'un de très fort, de très déterminé, qui est prête à beaucoup de choses et qui est très intelligente de surcroît. Vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. C'est juste un concentré de poésie et qui est mélangé, du coup. Donc, on a toute la poésie de ce lien qui se tisse entre les deux, avec forcément les Orsini qui sont des gens très aisés, donc qui voient d'un très mauvais regard cet échange qui se passe entre Mimo et Viola, et toute cette montée du fascisme en Italie, à quel point c'est dur d'être sculpteur, comment est-ce que ça se passe. Et aussi on a un autre point de vue sur le présent où on a une sculpture qui a tellement ému les gens qu'elle est censée être gardée et on ne sait pas qui est-ce qui l'a fait, on ne sait pas ce que ça représente. Il y a encore un regard encore plus éloigné sur toute la sculpture et sur l'art en règle générale. Bref, j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment très bien écrit, brillamment fait, avec une histoire humaine qui est hyper intéressante, et c'est ce pourquoi je voulais vous en parler. Et même si je n'ai pas lu cette année, je trouve qu'il a quand même sa place dans mon top, quoi qu'il arrive. Ce n'est que justice d'en parler maintenant. Voilà. On continue avec un petit livre que vous voyez depuis le début, qui se trouve juste ici, que j'ai lu il n'y a pas plus tard que 2 jours, je crois. Il s'agit de Haïku, le bruit de l'eau, aux éditions Seuil. Je peux pas vous dire l'auteur ou l'autrice, puisque c'est un condensé de plusieurs personnes qui ont écrit ce texte. Pour vous le dire brièvement, et ça va être très rapide de toute façon, parce que comme vous voyez, c'est un très petit livre avec très peu de texte, mais une poésie qui s'en dégage incroyable. On a des dessins qui viennent illustrer le petit texte poétique. J'aime trop en fait. J'ai vraiment adoré ce petit livre. Ça m'a pris très peu de temps pour le lire. J'ai été vraiment marquée par des sublimes dessins avec des couleurs qui sont trop belles. J'essaie de vous trouver une page que j'aimais trop. On a celle-ci qui, je trouve, est vraiment hyper beau. C'est hyper épuré, ça fait du bien à la lecture. Le texte est trop beau. Pour celle-ci par exemple qui est affiliée à l'image, le texte c'est « Elle se fait belle, la montagne, dans le miroir du lac ». Autant que je vous disais que la poésie ça me touchait pas, autant vraiment les petits textes comme ça qui sont illustrés avec des dessins qui sont aussi beaux, et ça me touche beaucoup plus que des élans poétiques sur 4 vers. Chacun sa sensibilité, j'ai envie de vous dire. J'en ai d'autres qui m'attendent du coup dans ma pile à lire, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont disponibles que vous pourrez trouver avec des sujets différents. Je vous en montre un petit dernier pour la route. Je trouve que la mise en page est hyper jolie parce que vous avez le dessin qui vraiment coupe la page avec ces petites marges blanches sur les côtés et le texte ici. Il y en a d'autres avec des thématiques différentes. Ici, la thématique c'était l'eau, donc forcément vous avez la pluie, le lac, la mer, etc. qui reviennent. La neige aussi, il me semble. Oui, si, la neige. Je vous conseille de mettre le nez dedans si vous voulez un très bel objet livre, quelque chose de poétique qui vous fait du bien, qui se lit facilement. Moi personnellement, c'est un vrai coup de cœur, j'aime beaucoup ce livre et je suis ravie d'en avoir d'autres qui m'attendent avec d'autres thématiques différentes, et je pense que je vais tous les acheter. Voilà, le No Buy de Snowza. Peut-être un jour, mais bon, pas encore. Je vous avoue, il y a trop de livres qui me tentent. Mais bon, soit. En tout cas, je voulais vraiment vous en parler ici parce que j'ai adoré ce petit livre. Je continue avec un livre que je n'ai pas encore en ma possession en physique, mais que j'ai lu en audio. Il s'agit de Célèbre de Maud Ventura, encore aux éditions L'Iconoclaste, décidément.
célèbre, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Cléo Louvain et qui a pour but de devenir chanteuse dans sa vie. Elle est très impliquée, si c'est le bon mot, beaucoup plus qu'impliquée, elle est extrêmement déterminée. Genre, je pense que je n'ai jamais vu un personnage avec une telle détermination dans les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. La meuf, elle est prête à tout, jusqu'à rouler sur tout le monde pour arriver à ce dont elle a envie. Vu sa détermination, on va assister à son ascension jusqu'au sommet, j'ai envie de vous dire. Tout ce qu'est sa vie de star, tout ce que ça implique, les incidences que ça va avoir sur sa psychologie, comment est-ce qu'elle va se percevoir, comment est-ce qu'elle va se déshumaniser en même temps qu'on voit son ascension, et ensuite potentiellement sa chute. Et c'est là qu'on voit vraiment les affres de la célébrité, les conséquences qu'elle a sur nous, et on voit surtout le prix sur notre entourage, le prix sur comment est-ce que les gens nous perçoivent, le prix de notre, comme je vous le disais plus tôt, de notre déshumanisation, que ce soit nous parce que ça nous monte à la tête, ou les gens parce qu'ils nous considèrent plus comme des personnes à part entière, mais comme une entité qui représente quelque chose dont ils sont fans, qu'ils aiment parfois trop d'ailleurs. Et pour arriver à une chute incroyable, je ne vais rien vous dire du tout. Si vous l'avez lu, vous savez pertinemment de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous en tomberez des nues. Mais en tous les cas, j'ai vraiment adoré ce livre. Je pensais pas, très honnêtement, quand je l'ai fini, qu'il arriverait dans mon top. Mais force est de constater que l'histoire ne me quitte pas. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout oublié. Je me rappelle très bien de comment est-ce que je me sentais quand je l'ai lu, je me rappelle de tous les détails. Il y a des trucs qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Je pourrais vous raconter toute l'histoire, donc je me suppose que si ce livre m'a autant marqué, c'est qu'il mérite quand même sa place ici. Si vous cherchez un livre contemporain qui se lit vite, avec une plume hyper addictive parce que ça défile vraiment tout seul, avec une chute pas piqué des hannetons, vraiment, let's go, je vous conseille à 3000%. Un livre que j'ai lu cet été, il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je vous avoue que je l'ai pas lu dans cette édition, je l'avais lu dans une édition toute pourrite en poche. Mais vu que j'ai vraiment beaucoup aimé le texte, et bah écoutez, j'ai décidé de m'offrir cette très belle édition. Tout ça pourquoi ouais, je vais vous raconter l'histoire brièvement, je pense que vous le savez en vrai, mais bon, je vais quand même vous la dire pour ceux et celles qui ne sont pas au courant dans la salle. Le personnage principal de cette histoire est Elizabeth Bennet, qui gravite dans une famille de combien de sœurs, je ne sais plus. Je crois qu'elle a 3 sœurs, une grande et 2 petites, avec son père et sa mère. Je dirais que c'est basse bourgeoisie anglaise. Ça, c'est de mon fait, hein. Je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais en tout cas, ils sont pas assez aisés pour avoir une vie tranquille et être considérés par la haute société, mais ils ne sont pas assez pauvres non plus pour faire toutes leurs tâches eux-mêmes. Enfin, ils ont quand même des domestiques, etc. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est de la basse bourgeoisie. Bref, je m'égare. Donc on a cette Elizabeth Bennet qui est encore célibataire. Elle est très proche de sa grande sœur et c'est quelqu'un de très intelligent. Sa grande sœur va tomber amoureuse d'un homme qui va venir s'installer près de chez eux. Ils vont être tous les deux présentés, ils vont tomber amoureux, il va se passer des péripéties. Elisabeth va rencontrer d'autres hommes sur son chemin, dont Monsieur Darcy, qui, de premier abord, est un gros con. Je vous laisse après deviner ce qu'il s'ensuit. C'est bien évidemment une histoire d'amour, mais qui se passe à l'époque, donc je sais plus en quelle année est sorti ce livre. Je suis désolée, je ne me rappelle plus en quelle année est sorti ce livre, mais vous doutez bien que les histoires d'amour, ça ne se passait pas comme en 2024, clairement. Et je pense que c'est ça que j'adore en fait. J'aime trop les histoires d'amour de l'époque où ils sont très à cheval sur les us et coutumes, ils sont outrés par le moindre truc et ils en font des caisses de ouf, ça me fait trop rire. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo où je lisais les pires livres de Mappal, dont La Princesse de Clèves, et c'est un petit peu ça, vous voyez, c'est un peu les drama queens du rien. J'adore. Et ça me fait trop rire. Elisabeth est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est pour ça que ce livre se retrouve ici, parce que de un, j'ai beaucoup aimé toute cette histoire anglaise qui se passe en plus dans des décors superbes. Elisabeth est vraiment quelqu'un, comme je vous le disais, de très intelligente et je trouve qu'on met vraiment ça en avant et à l'époque je suppose que c'était vraiment novateur et moi ça me fait plaisir de lire ce genre d'œuvre qui date autant avec un personnage principal aussi édifiant et que ce soit un personnage féminin, bah c'est trop cool. Elle a vraiment cette notion de rébellion, d'égalité homme et femme, que son intelligence prévaut sur sa beauté et clairement à l'époque, bah c'était pas vraiment le cas, hein, qu'on se le dise, même si elle est apparentée très belle et que sa sœur l'est aussi, ce sont des jeunes femmes qui sont intelligentes, qui réfléchissent par elles-mêmes, qui sont elles aussi très à cheval sur tout ce qui est coutume, etc. Et il y a tout un quiproquo qui se met en place qui est hyper délectable, je trouve, à lire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, bah écoutez, je vous invite vraiment à le découvrir. Moi je l'ai découvert que cette année, c'était assez tardivement, hein, finalement, au vu du monument que c'est dans la littérature classique. C'est quand même un truc qui est hyper connu. Mais écoutez, voilà, si vous voulez découvrir une petite histoire d'amour qui se passe à l'époque, avec des codes qui sont complètement à l'opposé de chez nous, mais qui font du bien quand même, parce qu'il y a un peu plus de respect. Je m'arrête de paraphraser plus que ça.
Lisez-le si c'est pas fait, moi en tout cas, il est dans mon top de cette année. Autre livre dont j'aimerais vous parler brièvement que j'ai lu il y a aussi peu de temps, il s'agit de La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet aux éditions Flammarion. Écoutez, j'ai adoré ce livre. Déjà de 1, les photographies sont sublimes. On a des points de vue de la Terre qui a été prise en photo par Thomas Pesquet au fur et à mesure de ses différentes expéditions. Ça regroupe des thématiques différentes, donc on a au lever du jour, les nuages, les tempêtes, les fleuves, la nuit, etc. Sous différents points de vue. On a aussi des petits textes qui nous expliquent ce qu'on est en train de regarder. Et aussi, on a ce parti pris écologique que Thomas Pesquet prend, puisque à chaque présentation, pas à chaque j'exagère, mais quand la main humaine a une incidence sur le paysage que lui, il voit de la Terre, il le mentionne à chaque fois et il met le doigt dessus à chaque fois. Et je trouve que ça nous donne un autre point de vue sur toute la Terre sur laquelle on vit finalement. On se rend compte d'autant plus de tout ce que l'homme est en train de faire subir à la Terre, des potentiels effets irréversibles qu'on est en train de faire subir à notre Terre, qui est notre seul lieu de vie. Donc c'est un peu chiant quand même. Tout est très beau. Ouais, j'ouvre ça, prof. On a deux, trois dépliants qui sont hyper cool, où vous dépliez et c'est une photo encore plus grande qui est trop belle. J'arrive pas à mettre la main dessus, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, je vais arrêter de m'apesantir plus qu'il n'en faut sur ce livre. Sachez que vraiment j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Ça fait plaisir de voir un point de vue différent. Ça fait du bien de prendre du recul sur la vie, en fait, en règle générale, sur notre condition, sur ce qu'on est, sur les conséquences de nos actes quotidiens. Donc voilà, je vous invite fortement à le découvrir si c'est pas fait. C'est très beau, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Ça serait à mettre entre toutes les mains pour ouvrir les yeux sur ce qu'il en est de la vraie vie finalement. On arrive au 4e livre de ce top et je vais vous présenter un autre classique que j'ai lu et découvert cette année. Il s'agit de Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Marie Chalet aux éditions ici Bragelonne, qui est une très très belle édition. Pareil que j'ai chopé en occasion après l'avoir lu en audio pour être honnête avec vous. Mais c'est un livre que j'avais dans le viseur depuis super longtemps parce que je le trouve vraiment magnifique. Vu que j'ai vraiment adoré ma lecture, autant vous dire que je n'ai plus tardé à le prendre, voilà. Frankenstein, est-ce que c'est bien utile que je vous raconte l'histoire? Franchement, je pense pas. On va s'épargner un petit peu de temps de vidéo. Sachez que vraiment, j'ai adoré les messages qui étaient transmis dans ce livre et je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Très honnêtement, comme tout le monde, je pense, je connaissais l'histoire en surface, je savais à peu près de quoi ça parlait, mais je n'avais jamais imaginé jusqu'où ça pouvait pousser la réflexion. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce qu'on remet en question tout ce qui est tolérance des autres. Et je vous avoue que je n'avais jamais pensé que ce livre pouvait passer un tel message de tolérance, d'ouverture d'esprit et de compréhension des autres. Donc j'ai été ravie de découvrir ça dans ce livre qui, pareil, date vraiment beaucoup. Et ça fait trop plaisir d'avoir des idées qui existaient déjà à ce moment-là, en fait. Et ce message de bienveillance, de partage, d'ouverture d'esprit, et aussi la dangerosité de l'ambition humaine en fait. Jusqu'où est-ce que cette ambition va nous mener? Est-ce qu'on va vraiment prendre la responsabilité de nos actes à la fin parce qu'on aura poussé la chose trop loin et qu'on sera incapable de revenir en arrière? Et il y aura d'autres gens qui vont souffrir de ces choix de vie, de cette ambition non contrôlée. Ça soulevait plein de points qui étaient hyper intéressants. Vraiment, j'ai beaucoup aimé découvrir ça, en sachant qu'en plus, encore une fois, je ne connaissais rien finalement. Donc ça a été d'autant plus plaisant d'être témoin de ce genre de messages qui sont véhiculés pour tout ce que je viens de vous dire. Et franchement, let's go. Qui plus est, la lecture est hyper agréable parce que c'est un récit en fait qui nous est conté. On va commencer l'histoire par quelqu'un qui écrit le récit à quelqu'un d'autre en fait. Donc on a nous-mêmes ce point de vue d'une histoire qui nous est racontée et c'est à l'époque ça se faisait beaucoup ce genre de choses où les gens ils s'écrivaient des lettres, où ils se racontaient des récits et c'était les récits qui nous étaient contés dans le livre. Donc je trouve que ça en prend encore un suspense entre guillemets supplémentaire parce qu'on part de la fin. Donc on a tout ce mec qui nous dit bon voilà j'ai retrouvé ce gars, il est dans une condition déplorable, je sais pas ce qui lui est arrivé mais il me paraît sympathique et il va me conter son histoire au fur et à mesure. Donc voici ce qu'il me raconte. Et donc du coup on part de ce postulat où on sait ce qu'il en est à la fin, mais on remonte doucement jusqu'au début et on tisse petit à petit tous les tenants et les aboutissants qui font qu'on va arriver à la finalité qu'on a eue au début finalement. C'est une phrase très longue que je viens de dire. Je trouve ça d'autant plus agréable de tout découvrir de cette manière-là. Tout ça pour vous dire que dans Frankenstein, j'ai vraiment beaucoup aimé les messages qui étaient véhiculés. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le texte est forcément extrêmement bien écrit. La manière dont c'est amené, tout aussi bien. Donc vraiment hyper cool. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite grandement à le découvrir en audio si vous le souhaitez parce que c'est hyper agréable en audio aussi ou alors par écrit. Et puis voilà, on va passer au top 3. Sur le podium, en 3e position, je pense que vous ne serez pas surpris. Je vais vous présenter Elana, yay, de Pierre Bottero. Ici, c'est les éditions Rajo. Elana, je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises. C'est un personnage, c'est même le personnage, je pense, qui jusqu'à maintenant m'a le plus marqué dans la littérature jeunesse. J'ai vraiment adoré ce personnage. Elle a des valeurs qui sont incroyables, de respect d'autrui, de résilience par rapport à soi-même, de combativité, d'aller jusqu'au bout des choses, de ce qu'on veut, de
suivre son petit feu intérieur et d'être toujours fidèle à qui nous sommes vraiment au fond de nous. C'est des valeurs dont je vous ai parlé déjà, il me semble, dans plusieurs vidéos. Donc écoutez, je sais pas si je peux encore rajouter une couche. Elana, c'est un perso qui est hyper connu dans le monde de Pierre Bottero. Moi, je vous avoue que je suis arrivée à un train, mais à 1000 ans en retard, parce que je découvre que adulte et que maintenant, alors que ça fait vraiment tout un tapage à l'époque. Je sais pas comment je suis passée à côté, mais bon soit. Toute la trilogie, le pacte des marches-ombres, qui est concentrée du coup sur Elana, c'est ma préférée bien évidemment. Les rebondissements sont trop cool, ça se lit hyper bien vu que c'est de la jeunesse, c'est hyper bien écrit. Les messages véhiculés, mais les messages véhiculés pour les enfants, mais c'est du pain béni en fait. Donnez ça à tous vos enfants, mettez-le dans les mains de tous les enfants. Ça va leur transmettre des vraies valeurs, des vrais messages humains pour eux-mêmes, pour évoluer, pour être des êtres humains hyper cool. Donc vraiment, Elana, top tier pour toujours dans les personnages quoi qu'il arrive et top tier de cette année 2024 pour sûr. En seconde position, et c'est un livre dont je vous avais parlé en tout début d'année puisque c'était mon tout premier coup de cœur de cette année, The Nice House on the Lake de James Tanyon IV et Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban. J'ai adoré cette histoire. Là, c'est le tome 2 parce que j'adore cette couverture. Je trouve que ça représente extrêmement bien la patte et le dessin sublime que ça a été. J'ai trouvé que c'était brillant. L'idée est géniale. C'est Walter qui va inviter tous ses amis proches dans une maison au bord du lac. Une fois que tous ses amis sont arrivés, ils vont se rendre compte que tout autour d'eux, c'est la fin du monde, que tout le monde fond, tout le monde brûle, tout le monde meurt concrètement, sauf dans leur petite bulle qui est cette maison au bord du lac. Va s'en suivre, et de toute façon on le sait très vite, toute une intrigue autour de Walter qui n'est pas humain, qui est un extraterrestre, et on va se rendre compte que en fait ces personnes sont des sortes d'expériences en fait. Ils expérimentent le genre humain. Le scénario, comme je vous le disais, est brillant. On a plusieurs temporalités, donc le passé de comment est-ce que Walter a rencontré les gens qui sont dans la maison, le présent avec comment est-ce qu'ils encaissent la nouvelle, comment est-ce qu'ils survivent entre eux et ce qui se passe après. Bon, forcément, vous vous doutez bien qu'il va se passer des trucs dans le présent. Et on a aussi des petits points du futur où là, pour le coup, c'est hyper intriguant parce que on voit que c'est plus du tout en l'état. La baraque, elle est destroy. Les mecs, ils sont, ils ont plein d'égratignures. Enfin, on sent qu'il se passe, il y a un vrai truc qui est en jeu. On sait pas si c'est la guerre entre eux ou si c'est la guerre avec les extraterrestres qui les ont mis de côté. Soit, pour l'instant, j'en sais rien parce qu'il y a que 2 tomes qui sont sortis et on attend la suite avec grande impatience. D'ailleurs, la suite sort apparemment en mars 2025. Autant vous dire que je sais ce que je vais faire en mars 2025. J'ai trouvé donc que le scénario était hyper brillant. On a des petits sigles qui est affilié à chaque personnage dans la maison. Et en fait, c'est toute une enquête qu'on mène avec eux dans le premier tome et dans le second. Avec du coup les petits sigles qui sont un petit peu disséminés partout. On apprend plein de choses autour de la maison, les fonctionnements. Est-ce qu'il y a des trucs cachés? Il y a des pouvoirs qui sont associés à certains trucs. Enfin bref, je vais pas m'étaler, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai été vraiment happée direct dans le récit. C'est hyper intelligent. On est à fond dedans avec eux. Et pour sublimer tout ça, les dessins sont trop beaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre des plans en fait et je vais vous les mettre par-dessus ma voix présentement, voilà, hop là, vous voyez comment c'est beau. Et j'ai trouvé que les dessins apportaient vraiment une dimension supplémentaire de par la colorisation et le fait que les visages soient hyper expressifs, ça nous plonge encore plus dans le truc. Ce que j'ai aussi trouvé trop cool, c'est que finalement, on n'est pas tant concentré sur les personnages qui sont en train de vivre le truc, mais le scénario est basé sur l'échiquier géant qui représente cette situation de merde concrètement. On n'est pas concentré sur les personnages, même si c'est un huis clos et c'est eux qui sont le centre du truc, mais la toile est beaucoup plus évasée que juste les persos qui vivent leur petite vie. J'ai trouvé que c'était brillant, je vous conseille très fortement. Si vous avez une BD à lire cette année, et c'est celle-ci, vraiment allez-y les yeux fermés, c'est trop bien. Pour l'instant, tous les retours que j'ai eu concernant ce livre, peu importe si c'était avant ou après, ou si c'est moi qui les ai conseillés ou pas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop bien. Je n'ai entendu personne dire que c'était bof ou nul. Donc écoutez, c'est un gage de certitude au-delà de moi, mon avis personnel. J'ai l'impression que ce livre met vraiment tout le monde d'accord. Et enfin, la première place de ce podium de mes meilleurs livres 2024, je pense que vous savez, si vous avez vu ma vidéo de bilan de mi-année, il n'a pas été détrôné. Il s'agit du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Ici, j'ai une édition que je vais même pas vous dire parce que j'ai voulu, figurez-vous, l'offrir à ma mère pour Noël. Et j'ai cherché ces éditions sur Vinted parce que je les trouve trop belles. Avec le film qui est sorti récemment, les livres, ils coûtent plus de 100 balles, les deux. Je crois que c'était 110, 115, ça tourne autour de ça. Moi, les livres à l'époque, les deux là, j'ai dû les payer 15 € je pense, les deux. Mon Dieu,
Vous multipliez par 10, comme quoi c'est assez fou, hein, l'évolution des trucs, mais bon soit, je divague. Donc comme je vous le disais, je suis désolée, ça va faire Reddit avec ma vidéo de bilan mi-année, mais vraiment j'ai adoré. Pour l'histoire, on va suivre Edmond Dantès qui est un marin âgé de 18 ou 19 ans, je ne sais plus, qui va revenir à Marseille. En revenant à Marseille, il va être promu capitaine de son équipage, donc à son âge c'est incroyable. Il va revoir son amoureuse, il va la demander en mariage, elle va accepter. C'est un jeune garçon à qui la vie sourit amplement en fait. Et on sent que vraiment c'est un petit mec trop mimi, genre c'est vraiment un bon gars. Sauf que comme d'habitude, l'humanité, les êtres humains sont merveilleux. Il y a des gens qui vont être jaloux. Et donc il y en a un qui va vouloir sa place de capitaine, un autre qui est amoureux de la meuf avec qui il veut se marier et du coup il a trop le seum. Et un autre où il y a des enjeux politiques qui sont un peu plus grands que ça. Il va y avoir un complot qui va se mettre en place autour de lui et il va se retrouver injustement emprisonné au château d'If à Marseille. Il va y rester pendant des années et il va finalement s'évader, je ne vous dis pas comment. À partir de son évasion va naître le comte de Monte Cristo et il va mettre en place une vengeance pour se venger contre toutes les personnes qui lui ont détruit sa vie concrètement. Pour vous dire le pourquoi du comment j'ai adoré cette histoire. Déjà j'ai trouvé que ça se lisait extrêmement bien. Pour être honnête avec vous, moi je l'ai écouté en audio avec un narrateur que j'ai adoré qui est Eric Arson quelque chose. Le narrateur était génial. C'était trop bien. J'ai vraiment bouffé mes audios en quelques semaines, parce qu'il y a quand même 2 bons gros pavés, hein, je pense que vous le savez. Donc l'audio était extrêmement agréable, ça a défilé tout seul, donc c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien ficelé. La toile de la vengeance est très conséquente. Il y a des trucs, des fils qui sont tirés dont vous n'avez même pas conscience le moment où vous le dites, mais c'est une fois que vous comprenez toute la mise en place du truc où vous vous dites ah ouais ça va super loin. C'est comme vous savez au cinéma, il y a un procédé qui s'appelle le fusil de Tchekhov il me semble, et quand vous voyez quelque chose au cinéma, ce n'est jamais anodin. Ça veut dire que si vous voyez par exemple un gant tomber d'une poche en gros plan, pensez pas que c'est juste « oh bah allez, faisons tomber un petit gant comme ça ». Non, le gant, il aura un truc à voir soit avec ce que vous êtes en train de voir, soit avec ce que vous allez vous manger dans la gueule dans 30 minutes. Et en fait, c'est ça. On sent que Alexandre Dumas, il a posé à plat toutes ses idées, son squelette, il était fait, il savait très bien quel fil y tirer, à quel moment. C'est brillamment écrit, c'est brillamment fait. Edmond Dantès, ou le comte de Monte Cristo, comme vous voulez l'appeler, c'est un personnage qui est vraiment haut en couleur, qui a une profondeur de ouf. Même s'il n'y a que sa vengeance qui compte, il y a quand même sa part d'humanité qui est toujours un peu en fond, qui essaye de revenir, mais en même temps lui a détruit sa vie et il n'y a plus rien à sauver concrètement. Enfin vraiment, j'aime tellement ce livre, si vous saviez à quel point bah, je l'ai offert à ma mère d'ailleurs, mais j'aime tellement ce livre que je vous le conseille vraiment à fond si vous voulez vous plonger dans une histoire d'aventure qui va vous retourner le cerveau, où vous allez être en haleine sur tout ce qui se passe parce qu'il y a plein de petits fils qui sont tirés tout le temps et vous savez pas où est-ce que vous mettez les pieds. C'est trop bien. Vraiment, allez-y les yeux fermés, écoutez-le d'autant plus, parce que moi c'est mon expérience personnelle, du coup je vous la relate. Écoutez-le, vous allez vous délecter de A à Z, c'est une certitude. Et ben voilà, on a fait le tour des pires et de mes meilleures lectures de cette année 2024. J'espère que pour vous, cette année a été aussi fluctuante que la mienne. N'hésitez pas à me partager vos coups de cœur dans les commentaires, je suis hyper curieuse chaque année de savoir ce qu'il en était de votre côté. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures pour cette année 2025 à venir et je vous fais de très gros bisous.